Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actualité, nous passerons en revue toutes les annonces du moment avec Sacha Pouget et dans l'interview, je recevrai Karen Ayache, directrice générale de l'Isogène. Le journal des biotech, c'est maintenant. Et je reçois pour notre point d'actualité Sacha Pouget, directeur associé de Calis Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes sur le plateau, on va bien sûr parler des biotech et de l'épidémie de Covid-19. On en a beaucoup parlé depuis le début de l'année. On voit que l'épidémie a eu une influence sur le cours des principales biotech, notamment côté à Paris. Mais vous avez fait plus que le remarquer. Vous avez modélisé des indices, construit des indices pour suivre justement le comportement boursier des valeurs des biotech françaises, notamment depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui à l'examen de ces indices ? Alors sur la base de nos observations lors des précédentes épidémies, à savoir Zika et Ebola, nous avons construit effectivement un indice, un international et un français au tout début de l'année, suite aux premiers cas qui ont été annoncés hors Chine. À l'époque, on appelait ça le SRAS-CoV-2. Maintenant, c'est devenu la Covid-19. Ouais. Et donc, dès fin janvier 2020, nous avons modélisé pour nos clients plusieurs indices. Tout d'abord, le KB20, qui est un indice international composé de 20 sociétés qui sont impliquées dans les traitements, dans les vaccins et dans les diagnostics. Ces 20 sociétés ont pour le moment, depuis le début de l'année, progressé de 640%. 640%. 640% en moyenne depuis le début de l'année pour ces 20 valeurs. Et puis, nous avons créé un autre indice, cette fois-ci français, le KBFR9, qui est composé de 9 sociétés, pareil, dans les diagnostics, les traitements et également les vaccins. Et cette fois-ci, cet indice progresse de 925%. Alors après, il faut regarder un petit peu en granularité ce que ça donne. Sous-secteurs, c'est ça, effectivement. En catégorie, eh bien, on se rend compte, sans surprise, on va dire, pour certains investisseurs qui pourraient nous regarder, eh bien, que les diagnostics ont le plus progressé, puisqu'ils ont pris en moyenne 1790%, et notamment lié au fait qu'une société, Novacite, et peut-être qu'on y reviendra dessus plus tard, eh bien, s'est envolée depuis le début de l'année puisqu'elle prend plus de 7000%. Ensuite, les vaccins, qui sont toujours très recherchés parce qu'ils peuvent être une solution à cette pandémie, eh bien, ont progressé en moyenne depuis le début de l'année de 420%. Et puis les traitements, alors cette fois-ci, entre guillemets, n'ont progressé que de 35%. Ce qui est un peu une déception. Oui, c'est vrai, on aurait pu attendre que des traitements efficaces là, contre l'épidémie. Alors, il y a eu beaucoup de concurrence, en fait, dans les traitements, certaines par opportunité, des biotech qui sont allées de manière opportuniste entre guillemets. Donc, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce aussi qui ont pu décevoir les investisseurs. Et surtout, on se rend compte qu'aujourd'hui, encore, on n'a toujours pas de traitement. Donc, c'est difficile à trouver. Et là, peut-être que les investisseurs avaient peut-être trop d'espérance pour ces sociétés-là, biotech, qui n'ont pas encore délivré, malheureusement, sur cette partie de traitement. Bon, en tout cas, on retient que c'est sur le diagnostic qu'il fallait être pour afficher en tout cas la meilleure performance boursière. On avait une inquiétude aussi, Sacha, peut-être à un moment, quand cette épidémie a commencé à se matérialiser, à partir du confinement, sur l'accès au financement des biotech durant cette période compliquée. Et là, ça ne s'est pas forcément matérialisé, peut-être même bien au contraire. Alors tout à fait, c'est même une année record, Laurent, pour les biotech en termes de levée de fonds. Depuis le début de l'année, nous en sommes, au moment où je vous parle, à 1,1 milliard d'euros qui ont été levés en 55 opérations. C'est du jamais vu. Là, on parle sur la France, au niveau sur mondial, la France, niveau au niveau des 36 biotech françaises. Oui. Depuis le début de l'année, donc on en est qu'au 10e mois, on va dire, arrêté, eh bien, on a déjà dépassé le précédent record. Il nous reste encore 2 mois. Donc tout cela pour vous dire que malgré l'effet anxiogène qu'on a pu connaître sur les marchés financiers, les biotech ont su se refinancer dans de très bonnes conditions et ainsi, elles ont pu sécuriser leur financement pour les prochains trimestres et les prochaines années. Alors si on regarde en granularité, en gros, c'est 50% d'augmentation de capital qui ont parmi les 1,1 milliard d'euros levés. Et la bonne surprise, c'est les partenariats qui ont représenté 22%, soit pas loin de 250 millions d'euros depuis le début de l'année, ce qui est une très belle année de ce point de vue-là. Et enfin, à noter autre chose aussi, Laurent, c'est que les PGE, les prêts garantis par l'État, eh bien, ont représenté pas loin de 200 millions d'euros depuis le début de l'année, ce qui est quand même très significatif au niveau des subventions. Ces sociétés-là sont vraiment aidées par les pouvoirs publics. Donc c'est une bonne chose aussi que les gouvernements s'y mettent pour aider nos sociétés. Pour soutenir le secteur de la santé, dont on a compris qu'il était important. Quand je vous écoute, c'est donc carton plein, tous les rayons, partenariat, augmentation de capital, soutien de l'État. Alors, un petit bémol quand même, c'est les IPO. On n'a pas eu d'IPO depuis le début de l'année
sur Euronext à Paris. Pas dans le secteur en tout cas. Pas dans le secteur, pardon, dans les biotech. Et pareil qu'en 2019, alors que lorsqu'on regarde un petit peu en dehors de la France, eh bien, on se rend compte qu'en Europe, il y a eu 10 IPO. Alors, un petit bémol là aussi, c'est 4, dont 4 au Nasdaq. Donc, mais rien à voir avec les 33 IPO qui ont lieu en biotech en Asie et surtout les 72 IPO aux États-Unis, où 14 milliards de dollars ont été levés. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de ce point de vue-là sur les introductions en bourse, malgré un contexte qui était favorable en Europe. C'est vrai que les États-Unis affichent toujours un dynamisme incroyable. Ce qu'on constate aussi, si on avait fait une photo des biotech, en tout cas du peloton des biotech françaises au début de l'année et une maintenant, on se rendrait compte de pas mal de différences. Il y avait des favoris qui ont chuté et puis peut-être justement des sociétés qui étaient dans le gros du peloton et qui maintenant émergent. Ça aussi, il y a eu un vrai mouvement au sein de ce secteur. Tout à fait. L'année 2020 a été marquée par un bouleversement au niveau de la hiérarchie. C'est vrai qu'on avait les indéboulonnables, entre guillemets, Genfit et DBV, qui depuis plusieurs années trustaient le haut du classement des valorisations les plus élevées sur la bourse de Paris en biotech. Et maintenant, suite à des déceptions depuis le début de l'année, ces sociétés-là ont été vraiment reléguées dans le milieu de tableau, on va dire, alors que face à cela, de nouvelles sociétés ont émergé. Sacha, on enregistre lundi et aujourd'hui, il y a une formidable accélération du cours de DBV puisqu'ils ont une demande d'autorisation sur le marché européen. Voilà. Donc tout cela évolue rapidement, vous avez raison de le souligner, c'est la biotech, tout n'est jamais figé, on va dire. Et pour le coup, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'on avait une société qui s'appelle Novacite en début d'année qui représentait 0,2% de la valorisation totale des biotech françaises, aujourd'hui qui représente pas loin de 16%. Donc c'est dire aussi le changement d'hégémonie, elle est devenue, Novacite, la plus grosse biotech française, devant Selectis et devant Valneva. Donc on a eu un bouleversement cette année, véritablement, des plus grosses valorisations boursières françaises. Et on note que dans les 3 plus grosses valorisations, maintenant on a 2 sociétés Covid, Valneva et Novacite. On se dit quand même, il y a eu des grosses progressions aussi, sociétés qui étaient un peu sorties du scope, je pense aussi à Genomic Vision ou autre, et certains investisseurs, mais est-ce que c'est pas un peu soufflé tout ça? Quand on voit justement la progression de Novacite depuis le début de l'année, vous le disiez, plus 7000%, on se dit, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? Alors tout cela se matérialise véritablement par des ventes. Donc entre guillemets, on ne va pas dire justement que c'est du vent, puisque là, pour le coup, il y a des carnets de commandes, il y a aussi de la production, de diagnostics, etc. Donc tout cela pour dire que là, on est en train de valoriser, certes, du potentiel, mais également l'existant. Du réel, du concret. Du réel, ils se sont mis dans l'action, comme ils l'ont fait d'ailleurs, du reste, pour Zika. À l'époque, ils avaient très rapidement développé aussi des tests. Donc, on verra à la fin si les sociétés de traitement et de vaccins vont réussir en France, mais pour la partie diagnostic, en tout cas, disons qu'elles ont montré leurs preuves et elles ont agi avec un certain sérieux et du pragmatisme. Tel qu'on a pu le voir du reste aux États-Unis. Donc c'est ça qu'il faut retenir. On est aussi capable en France d'engager des plans de développement et d'être, on va dire, pragmatique et puis d'avancer pour trouver des solutions. Bon, alors à côté de ces sociétés qui ont percé, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément démérité, mais qui se replient depuis le début de l'année. Je pense par exemple à Poxel, Adocia, Innate, Nanobiotics, Erytech, pour en citer quelques-unes. Qu'est-ce qui peut finalement expliquer la désaffection pour ces titres? Est-ce que c'est justement parce qu'eux n'ont pas parlé Covid pendant cette période, même si leur programme de développement suivait leur cours? Alors, sur ces sociétés-là, il n'y a pas eu vraiment de grosses déceptions, mis à part Innate peut-être avec son partenariat avec AstraZeneca, où on s'attendait un petit peu mieux au niveau des versements. On va dire que pendant le Covid, si vous voulez, Laurent, il y a eu beaucoup de programmes qui ont été figés parce qu'il n'y avait plus de recrutement qui pouvait être fait dans les hôpitaux. Donc il y a eu un décalage au niveau du news flow et des annonces sur les résultats cliniques, ce qui a véritablement pesé sur la perception du marché et au regard du fait que celles qui n'étaient pas dans le Covid, comme vous l'avez souligné, ont pu subir d'une certaine manière ce news flow défavorable parce qu'il y avait un désert de communication entre guillemets. Alors pour le coup, il y a quand même certaines sociétés, et je pense à Erytech, qui a annoncé un plan de route qui allait être respecté dans le cancer de la prostate, mais aussi dans le cancer du sein. Donc c'est à suivre, on va avoir des résultats très prochainement. Pareil pour Nanobiotics, le marché a peut-être été déçu par le passé avec leur marquage CE, mais il n'en demeure pas moins qu'on va avoir des résultats sur leurs produits en association avec les PD-1 d'ici la fin de l'année, selon toute vraisemblance. Et donc c'est aussi un marqueur, un signal pour les investisseurs, et aussi il pourrait y avoir sur Nanobiotics toujours une IPO, on va dire prochainement. Donc ce news flow est en train de revenir
Là, il se peut, avec le confinement, notamment en Europe, qu'on reprenne, on reprenne encore du décalage, malheureusement. Mais ensuite, sur ces sociétés-là, elles ont quand même du cash, et ça, il faut quand même s'en féliciter. C'est qu'elles ne sont pas dans une situation où, véritablement, l'enjeu va être de se refinancer dans des cours qui ont été déjà massacrés. Ouais. Donc, finalement, des dossiers qu'on continue à suivre, même si pour le moment, effectivement, on voit que l'attention est plutôt drivée sur les sociétés dont on a parlé juste avant. Sur le marché est focalisé véritablement, et on l'a vu encore au mois d'octobre, les sociétés qui ont le plus progressé, notamment Biofitis par exemple, eh bien, sont des sociétés qui ont des programmes vraiment dans la Covid. Alors, il faut quand même vérifier tout ce que font les sociétés et si le plan initial, la feuille de route est tenue. Ouais. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu véritablement de déception sur les sociétés qui sont dans la Covid, mais elles n'ont pas aussi beaucoup annoncé de résultats. Donc il va falloir peut-être regarder ça avec des yeux, on va dire, critiques, et puis y aller peut-être par sélectivité. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Sacha. Vous reviendrez en parler avec nous dans les mois qui viennent, voir un peu comment tout cela évolue. Avec grand plaisir. Merci, Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Bonjour, j'ai le plaisir de retrouver pour cette interview Karen Ayache, fondatrice et directrice générale de Lysogène. Bonjour Karen. Bonjour Laurent. Alors, petit rappel pour ceux qui nous regardent, Lysogène, biotech introduite en 2017, spécialisée dans la thérapie génique, ciblant deux maladies rares du système nerveux central. Votre actif le plus avancé, c'est l'ISAF 302 chez les patients atteints de MPS3, mucopolysaccharidose, qu'on connaît plus communément sous le nom de syndrome de Sanfilippo, une maladie neurologique rare qui touche les enfants et qui entraîne des troubles du comportement, régression intellectuelle sévère, causant le décès prématuré des patients. Alors, l'ISAF 302, il est actuellement en cours d'essai clinique de phase 2-3, une étude qui portait sur 19 patients. Et Lysogène, vous avez récemment communiqué autour du décès d'une des patientes, une petite américaine de 5 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce décès, de son impact potentiel sur le déroulement de l'étude? Vous expliquez notamment dans le communiqué de presse un point important, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de preuve que cet événement tragique soit lié à l'administration du produit. En effet, donc l'ISAF 302, comme vous le rappeliez, Laurent, est en phase 3, donc phase d'enregistrement aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis. Donc on a un essai clinique qui concerne ou qui implique 8 sites, 4 en Europe, 4 aux États-Unis. Dans ce cadre-là, 19 patients ont reçu notre traitement investigationnel qui s'appelle l'ISAF 302. Je rappelle que c'est un traitement qui s'administre en une seule fois par voie d'opération neurochirurgicale. Et on délivre dans l'organisme du patient, en l'espèce dans le système nerveux central, des particules d'ADN en quantité importante naturellement pour coder l'enzyme qui est manquante ou déficiente dans cette pathologie. Alors ces éléments étant rappelés, en effet, nous avons eu à déplorer le décès très brutal et absolument non prévu, non anticipé, d'une petite patiente il y a une quinzaine de jours aux États-Unis. Petite patiente qui avait reçu le traitement 18 mois auparavant. Donc on est très à distance du geste, on est très à distance de l'administration du produit. Et à ce jour, naturellement, on investigue sur les possibles causes du décès, mais rien ne permet de dire que le décès serait lié à l'administration du traitement. Bon, d'ailleurs, vous le dites, Lysogène va poursuivre l'étude avec les 18 patients donc déjà traités. Est-ce que vous pouvez fixer avec nous justement le calendrier de cette étude pour les mois à venir? Nous parlons en plein reconfinement. Est-ce que cette deuxième vague de Covid-19 peut avoir un impact sur le déroulement de cette étude? Alors, tout d'abord, le rappel du timing de principe. C'est une étude qui dure 2 ans par patient. Suivant ainsi les recommandations de la FDA et de l'Agence européenne du médicament. Donc 2 ans de suivi, si on s'arrête au dernier patient qui a été inclus dans l'étude, enfin traité en avril de cette année. Cela nous emmène à avril 2022 pour la dernière visite du dernier patient. Cela étant, comme vous le dites fort justement, on est en pleine épidémie de coronavirus et
eh bien, je suis très fière du travail que réalise l'équipe parce que, en effet, cette pandémie, première vague, deuxième vague, nous oblige à un travail d'acrobate pour pouvoir assurer le suivi des patients. Naturellement, l'épidémie nous contraint depuis des mois maintenant, nous contraint en termes de déplacement des patients. Oui. Les voyages sont restreints, bien entendu. Donc, un certain nombre de visites qui étaient prévues sur site ont finalement lieu localement, au domicile du patient ou à proximité de l'endroit où vit le patient et sa famille. Donc, on s'en sort, on arrive à gérer dans ce contexte le maintien des visites autant que faire se peut, mais moyennant une créativité et encore une fois une agilité de tous les jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand est-ce qu'on peut attendre, espérer des premiers résultats ou une publication de premiers résultats sur cette étude? C'est difficile à dire parce qu'on a toujours souhaité être très sobre en fait chez l'Isogène dans ce qu'on peut dire, dans le timing, dans ce qu'on promet. On n'a jamais voulu surpromettre. Donc le mieux qu'on puisse dire, c'est communication courant 2022. Bien sûr, il y aura du news flow courant 2021, ne serait-ce que sur l'innocuité du traitement. Comme vous le savez, le comparateur pour notre étude, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Oui. Bon, si les agences réglementaires nous ont demandé de prendre 2 ans par patient, ça signifie quelque chose. Ça signifie que cette maladie est compliquée, elle est rapidement évolutive, mais en même temps, d'un patient à l'autre, les choses peuvent être très différentes au même âge. Il faut du temps. Donc il faut vraiment se donner le temps d'analyser les données. Proprement et avec grande rigueur. Bon, alors on le sait, l'ISAF 302, c'est un produit qui est licencié à la biotech américaine Sarepta, qui a financé cet essai, qui est très actif dans les maladies génétiques. Comment se passe la relation avec eux ? Alors, on a licencié les droits ex-Europe, oui. Donc je rappelle ce périmètre, et le partenariat se passe très bien. Depuis le début, on est dans une configuration où, comme vous le dites, on a un partenaire qui connaît très très bien les maladies rares, un partenaire puissant qui nous soutient, y compris dans les moments un peu difficiles. Ils ont été eux aussi impactés par le Covid dans leurs études et il y a peu de temps de cela, le patron de Sarepta exprimait je ne vais pas dire sa colère, mais en tous les cas, son inquiétude face au retard que peuvent prendre les programmes du fait, alors là, en particulier, des lenteurs réglementaires. Donc là, il ciblait, sans agressivité, mais il citait nommément la FDA dans les retards pris au niveau des prises de décision réglementaires. Pourtant a essayé quand même, la FDA, on l'a vu, de réagir quand même, pour essayer d'accélérer certaines procédures, mais peut-être plus dans le cadre du Covid-19 que des autres traitements qui ont été un peu dépriorisés. C'est ce qu'on vit, et là je ne peux que seconder le CEO de Sarepta dans cette alerte. Nous aussi, en Europe et notamment en France, on est aux prises avec des délais réglementaires qui deviennent difficilement acceptables. Alors là, je pense à notre deuxième programme qui cible la gangliosidose AGM1. On voit bien qu'il y a des lenteurs dans le traitement des dossiers parce que le Covid occupe tout et que les dossiers maladies rares ou les dossiers thérapies innovantes, dès lors qu'ils n'adressent pas la pandémie, on a l'impression qu'ils sont en dessous de la pile, quoi, et c'est pas acceptable. Bon. On a bien entendu aussi votre colère. On a désormais bien en tête le développement de l'ISAF 302. Est-ce qu'il y a des offres concurrentes qui affichent désormais le même stade de développement, non. Concurrence? Non, toujours pas. Toujours pas. Et le concurrent principal qu'on a aux États-Unis semble traverser une période difficile, compliquée. Donc pour l'heure, on peut considérer toujours être en tête de la course pour le traitement. Bon, alors ça c'est pour l'ISAF 302. Et puis vous l'avez déjà un petit peu évoqué, à côté de ce produit, il y a aussi l'IS-GM101 dans la gangliosidose avec des essais cliniques qui devaient démarrer bientôt. Vous allez pouvoir nous le dire pour une phase 1-2. Oui. Peut-être déjà un mot rapide sur la gangliosidose, que peut-être les investisseurs qui connaissent les jeunes connaissent peut-être un petit peu moins que le programme principal. Et puis un point sur le lancement de l'étude, justement. D'accord.
Donc, la gangliosidose AGM1, c'est comme la maladie de Sanfilippo, une maladie de surcharge lysosomale. La différence principale avec la maladie de Sanfilippo, qui pourtant est déjà très très grave et conduit, comme vous le rappeliez, à un décès prématuré des patients, en général au début de l'adolescence, vers 10, 12, 13 ans. Dans la gangliosidose AGM1, on a des cohortes un peu différentes, et notamment des cohortes qui, comme le produit d'Avexis dans la SMA, il y a une cohorte de patients très infantiles, avec des patients qui peuvent décéder extrêmement tôt dans leur vie, donc avant l'âge de 2 ans. Ah oui. Et c'est cette première, donc avec des développements, des troubles du développement majeurs, puisqu'on a des décès aussi jeunes, des milestones de développement qui sont jamais atteints, comme le fait de pouvoir s'asseoir, marcher. Et donc c'est cette première ce premier sous-type en fait de patients que l'on cible avec notre thérapie investigationnelle, qui sera délivrée par voie intracisternale, c'est-à-dire par voie d'injection dans le liquide céphalorachidien à la base du crâne. D'accord. Donc en effet, on est toujours en attente des autorisations. Cela étant, l'équipe a travaillé très très dur pour préparer l'essai clinique. Donc les sites sont sélectionnés, même si on ne communique pas nécessairement sur leur nom, mais les sites sont sélectionnés. Le protocole est très abouti, modulo les éventuels ajustements que nous demanderaient les agences. Les associations de patients, les associations de patients sont mobilisées. On a, comme pour Sanfilippo d'ailleurs, initié une étude avec une application qu'on a développée sur smartphone pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle les patients, ou dans le cas présent, les caregivers reported outcomes, de telle sorte que, en plus des endpoints ou des paramètres qu'on évaluera dans le domaine de la clinique, dans le domaine hospitalier, on va dire, on puisse capter des éléments de la vraie vie des patients au long cours. Donc ça, c'est une étude qu'on a initiée pour avoir ce qu'on appelle des baselines ou de l'histoire naturelle. Donc on est très très actifs. Et puis, j'en profite aussi pour dire que l'Isogène, au cours des derniers mois, a aussi été très active. Alors, en plus de ces 2 programmes cliniques, au niveau du développement de partenariats, et très récemment, en plus des 2 partenariats que nous avions déjà, l'un pour mettre au point des nouvelles capsides avec un laboratoire italien, et l'autre pour avancer sur une preuve de principe sur le X fragile, nous avons signé récemment un partenariat dont nous sommes extrêmement fiers avec l'Institut Weizmann en Israël, pour développer un programme de thérapie génique visant les formes neuropathiques de la maladie de Gaucher, encore une fois une maladie lysosomale, mais qui a la particularité de partager avec la maladie, certaines formes génétiques de la maladie de Parkinson, un biologique pathway qui est lié à l'enzyme qui s'appelle la glucocérébrosidase, et ça mobilise aussi pas mal de nos ressources intellectuelles actuellement, et je voulais le mentionner, profiter de ce forum pour le mentionner. Vous en avez parlé justement de l'histoire naturelle. Si je reviens sur l'IGM 101, cette étude aussi, le but c'est quoi? C'est justement de réussir à déterminer les critères principaux d'efficacité pour une étude. On se projette déjà un peu de phase 3, c'est ça? D'accompagner, de mieux comprendre aussi cette maladie? En effet, c'est important dans ces maladies où les essais se déroulent sur des petits nombres de patients, de pouvoir avoir le maximum de données d'histoire naturelle de la maladie, dans la mesure où, dans ces essais-là, encore une fois, il est impossible éthiquement d'inclure des patients qui seraient des patients contrôle ou, pire encore, d'imaginer un groupe placebo. Donc ces histoires naturelles de la maladie sont indispensables pour nous permettre d'avoir des comparateurs. Et là où on a été très innovant chez l'Isogène depuis quelques années, c'est dans l'effort que l'on produit
pour avoir, en plus de données d'histoire naturelle dites cliniques, avec des scores et des outils maniés par des neuropsychologues ou des neuropédiatres, d'avoir en plus une captation de l'évolution, de la manière dont la maladie se manifeste au quotidien, chez le patient, dans sa famille, dans son environnement naturel. Bon, on va terminer par une question incontournable quand on passe dans le journal des bibliothèques. C'est le point trésorerie, mars 2020. Il y a eu une augmentation de capital, près de 8 millions d'euros, menée notamment par la société d'investissement reconnue, Orbimed Advisor. Ça, j'imagine déjà que c'est une belle marque de confiance pour vous. Au 30 juin, l'Isogène disposait de près de 24 millions d'euros de trésorerie. Cela nous amène jusqu'où ? Alors, c'est une excellente question, mais je reviens, et vous avez raison sur cette levée de fonds héroïque au mois de mars 2020, c'est vrai que j'ai pas insisté. À quelques jours du confinement, avec Orbimed, qui est pour nous un succès et un honneur exceptionnel. Le cash que nous avons donc aujourd'hui nous permet d'envisager notre cash runway jusqu'à début 2022. Donc, très proche. Donc on serait proche normalement du moment où on soumet la demande d'autorisation d'essai clinique et du prochain donc, gros milestone de Sarepta. Bon, donc déjà, tout est à peu près calé. Les planètes sont alignées pour 2022. On espère. Oui, on travaillera très très dur pour ça. Merci beaucoup Karen Ayache, fondatrice et directrice générale de l'Isogène, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.